Ouais, donc parlons un peu de cette UFC 266, qui est une carte clairement, j'allais dire sous-cotée, c'est pas vraiment le terme, mais qui passe sous les radars, comme on dit. Ça rigole. Non, ouais, la carte est vraiment sous-cotée parce qu'il y a d'énormes combats. Marlon Moraes, par exemple, est dans la carte préliminaire. Marlon Moraes qui a déjà été, je pense, co-main event d'événements UFC. Ah, peut-être pas. En tout cas, main event du UFC Fight Night, ça, c'est sûr. Euh, Pourquoi il passe sous le radar? Il passe sous le radar parce qu'il y a. Bon, en fait, en réalité, la raison principale, c'est que le main event, donc le combat principal, qui est donc celui qui est censé vendre le plus, c'est Alexander Volkanovski contre Brian Ortega. Brian Ortega est quand même bien vu dans on va dire la communauté UFC. Par contre, Alexander Volkanovski, il bat. En fait, c'est bizarre, hein, parce que c'est un champion, c'est le champion featherweight. Il est très très fort, il bat tout le monde, mais en battant tout le monde, il bat aussi des légendes, il bat aussi des combattants énormément aimés, et donc il est moins aimé. Il a battu Stan Mendes, il a battu José Aldo, il a battu Max Holloway deux fois. Et en plus, sa deuxième victoire est un peu controversée parce que beaucoup de personnes pensent que Max Holloway aurait dû gagner. C'est allé à la décision des juges, etc. Et Alexander Volkanovski a pas un style très. Quand je pourrais dire très, avec beaucoup d'entertainment, quoi. Donc, ouais, au final, il est pas très. Il ne vend pas beaucoup, il fait pas beaucoup parler de lui. En plus, c'est un mec qui est trop gentil et du coup, il trash talk pas. Même là, il y a eu The Ultimate Fighter entre l'équipe de Volkanovski et l'équipe de Ortega. Et on s'est dit que ça allait peut-être un peu chauffer entre les deux, parce qu'ils allaient être dans la même salle tout le temps, qu'ils allaient être en compétition pendant plusieurs mois. Et même là, il s'est rien passé. Franchement, il y a genre deux petites séquences où ça chauffe un peu, mais 95% du temps de l'émission, ils sont en train de. Enfin, ils rigolent à deux, genre vraiment bonne ambiance, quoi. Donc, même dans cette situation-là où normalement c'est censé un peu monter en intensité, c'était même pas le cas. Donc, en vrai, la raison principale pour laquelle la carte passe sous les radars, c'est ça en vrai. C'est juste que Volkanovski ne vend pas beaucoup et c'est le main event. Heureusement, ce qui va un peu plus, c'est qu'il y a Nick Diaz contre Robbie Lawler en co-main event, j'en parle après. Et Nick Diaz est quand même incroyablement aimé de tout le monde. Il fait son retour, donc forcément ça fait un peu plus parler et ça vend un peu plus. Je vais y revenir juste après, mais en attendant, je vais pas parler du combat de. C'est Andrade, je sais plus c'est contre qui d'ailleurs, qui est le premier combat de la carte principale, mais j'ai parlé d'abord du combat de Dan Hooker contre Nasrat Akparast, qui est dans la carte préliminaire aussi. C'est même pas le dernier combat de la carte préliminaire. Dan Hooker, en janvier, il était co-main event d'un événement UFC. Enfin, vraiment, cette carte-là est vraiment, vraiment folle. Il n'y a pas grand monde qui est hypé par cette carte-là, c'est fou. Enfin bref, Dan Hooker contre Nasrat Akparast. Je voulais parler de ce combat-là parce qu'il y a eu des problèmes de visa pour les deux. Le combat, normalement, d'après les infos qui sont tombées là cet après-midi et des tweets de Nasrat Akparast, le combat va avoir lieu, si tout se passe bien. Mais il a failli ne pas avoir lieu parce que d'abord, Dan Hooker ne pouvait pas faire son visa. Son visa a été accepté au final par la Nouvelle-Zélande. Je crois que c'était il y a 2 jours, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc il va arriver je crois qu'il va arriver jeudi à Las Vegas. Il va devoir faire la pesée vendredi et combattre samedi. Et il va sûrement repartir en Nouvelle-Zélande et être en quarantaine le dimanche. Donc sa situation est assez compliquée quand même. Enfin, tous les combattants qui viennent de Nouvelle-Zélande en ce moment, c'est compliqué. Adesanya, ça a été pareil. Et d'ailleurs, Adesanya a fait une vidéo là que j'ai regardée tout à l'heure où du coup, il parle de cette situation-là de Dan Hooker. Et lui, il est outré. D'ailleurs, il a dit qu'il allait jamais combattre en Nouvelle-Zélande parce que les autorités ne. En gros, les autorités ne font pas d'efforts. Pour résumer, simplement, les autorités ne mettent pas du tout du respect sur les combattants. Donc, il a dit qu'il combattra pas tout court en Nouvelle-Zélande. Alors, pourtant, c'était un de ses rêves de combattre dans un stade en Nouvelle-Zélande. Au final, il ne le fera pas. Donc, ouais, problème de visa pour Dan Hooker. La même chose pour Nazar Takparas, je crois qu'il est en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il est allemand, mais je crois qu'il est allemand et qu'il vit en Allemagne. Et pareil, problème de visa aussi, ça a été accepté aujourd'hui. Il a tweeté tout à l'heure qu'en gros ça avait été fait, qu'il allait pouvoir pareil arriver jeudi, faire la pesée vendredi, combattre samedi. Au final, c'est triste, mais les deux sont dans sont à situation égale, on va dire. Ils vont tous les deux devoir perdre du poids très rapidement, en un jour en gros. Je pense qu'ils ont déjà commencé là, mais
la majorité du poids qu'ils vont perdre sera en un jour. Donc ils vont tous les deux être affaiblis et gênés par ça, mais au moins ouais, c'est une situation égale, on va dire. Sinon, pour parler un peu plus du combat en lui-même, Dan Hooker lui reste sur deux défaites. Une guerre contre Dustin Poirier dans laquelle il était vraiment très très amoché et dans laquelle il a fait beaucoup de mal à Dustin Poirier aussi. Et une défaite au premier round par KO contre Michael Chandler pour les débuts de Michael Chandler à l'UFC. Donc il a évidemment à cœur de bounce back, comme on dit, de rebondir. Et il affronte donc un combattant qui est très dangereux quand même, mais qui n'est pas classé. Ce qui était de base assez surprenant, surtout que. Comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire, mais bref, un combattant. Ah, Islam Makhachev. Islam Makhachev l'avait call out, avait provoqué un peu Dan Hooker sur Twitter. Et Islam Makhachev est quand même la top 4, si je dis pas de bêtises. Au final, il affronte quelqu'un de non classé, qui est très bon. Je pense quand même que Dan Hooker va faire le taf, va montrer qu'il est toujours aussi dangereux debout, qu'il est dur à emmener au sol aussi. Et ouais, je pense qu'il va prendre ce combat-là. Je vais pas faire de prono pour ce combat-là, mais je pense que Dan Hooker va le prendre, en gros. Sinon, sur la carte principale, il y a aussi Curtis Blades. D'ailleurs, j'avais mis le truc. Curtis Blades contre Jairzinho Rozenstruik, qui pareil, c'est un très gros combat chez les poids lourds. Il est en quatrième combat de la carte. C'est ça pourrait être un main event du UFC Fight Night et c'est en quatrième combat d'une carte UFC, c'est n'importe quoi. Euh, et pour le coup, c'est un combat qui est hyper intéressant sur le papier. C'est deux anciens contenders qui veulent revenir dans le mix, on va dire. Bon, ils y sont encore, hein, mais qui veulent revenir contender numéro un quoi. Ils sont tous les deux fait stopper par Derek Lewis et Cyril Gane. Enfin, Curtis Blades par Derek Lewis et Jairzinho Rozenstruik par Cyril Gane. Depuis, Rozenstruik a regagné un combat. Curtis Blades non, parce qu'il s'était fait mettre KO très salement et donc il avait eu des impératifs médicaux, si je puis dire. Il avait dû prendre du repos quoi. Et encore, enfin, ce combat-là, ça sera un petit peu un style grappleur contre striker, donc un peu plus lutteur contre striker. Le lutteur étant donc Curtis Blades. Je pense que Rozenstruik va vouloir garder des distances avec Curtis Blades. Je pense qu'il faut qu'il utilise beaucoup son jab, beaucoup ses calf kicks aussi qu'il utilise bien, qui peuvent gêner Curtis Blades. Et ouais, je pense qu'après il va juste garder sa menace de bras arrière parce il peut mettre KO en un coup Rozenstruik. Il est très dangereux. Donc ouais, s'il garde sa menace de bras arrière pour justement essayer de faire un peu ce qu'a fait Derek Lewis contre Curtis Blades, c'est-à-dire l'attraper sur un timing de takedown quoi. Je pense qu'il peut gêner Curtis Blades. Bon, j'ose espérer que Curtis Blades va apprendre de ses erreurs parce que contre Derek Lewis, il avait gagné le premier round. Il faisait un très bon premier round d'ailleurs. Tactiquement, c'était parfait. Il ne forçait rien. Il faisait beaucoup de in and out. Il rentrait dans la distance de frappe et il en sortait très vite. Il coinçait bien Derek Lewis contre la cage. Et il forçait pas du tout sur sa lutte. Quand il voyait que le takedown ne passait pas, il le lâchait. Et au final, le deuxième round, je sais pas vraiment pourquoi, mais bon, il s'était fait toucher en premier round, hein, mais rien de trop alarmant, on va dire. Et dans le deuxième round, il a juste allé en takedown sans souci de quoi que ce soit et il s'est fait cueillir et KO quoi. Et contre Derek Lewis, ça pardonne pas. Je pense que ce sera pareil contre Rozenstruik, s'il fait une erreur comme ça contre lui, ça ne pardonnera pas. Là, je vais faire un petit prono quand même. Pour là, tous les combats que je vais faire, je pense que je vais faire un prono. Je mettrais quand même Curtis Blades par soumission parce que Rozenstruik est très très bon, mais il ne bouge pas beaucoup. Ce qui va être, je pense, gênant contre Curtis Blades. Si Curtis Blades disons, reste concentré sur sa tactique et fait ce qu'il faisait très bien contre Derek Lewis pendant un round, je pense qu'il peut amener Rozenstruik au sol, même si c'est compliqué de l'amener au sol. Il peut le faire, je pense que c'est vraiment un excellent lutteur, Curtis Blades, et je pense qu'il peut soumettre Rozenstruik. Il en a la capacité, et du coup, je dirais soumission. Si je devais faire un prono, je dirais soumission au. Ce sera un combat en 3 rounds, donc je dirais deuxième round, ou alors à la décision. Quoi. Euh, donc, ouais, voilà pour ce combat chez les poids lourds, qui est ma foi très intéressant. C'est pour ça que cette carte, moi, me hype, c'est qu'il y a trop de combats géniaux. Il n'y aura pas de temps faible pendant la carte. Genre. Le co-main event, dont j'en ai parlé tout à l'heure,
C'est Nick Diaz contre Robbie Lawler. C'est un rematch, une revanche, 16 ans après, peut-être même 17 ans, je sais plus. 16 ou 17 ans après le premier combat. Pour ce premier combat, Nick Diaz avait gagné par KO au premier round, après avoir vraiment, je dirais pas dominé, mais ils ont géré Robbie Lawler. À cette époque-là, d'ailleurs, c'était un upset, on va dire. Nick Diaz n'était pas favori, et pourtant il a gagné que par KO au premier round. Robbie Lawler, ça fait, je ne sais plus combien de temps, mais ça fait plusieurs, j'aurais dit 2 ans, mais peut-être que je dis des bêtises, peut-être 3 ans même. Il n'a pas combattu, mais il était plus actif que Nick Diaz à l'UFC, puisque Nick Diaz, ça fait 6 ans qu'il n'a pas combattu. Son dernier combat était contre Anderson Silva. C'est de quelle heure à quelle heure déjà l'event? Si je dis pas de bêtises, c'est à 4 heures, dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin, la carte principale est à 4 heures. Sachant que je vais regarder des combats dont on a parlé d'Anouker notamment contre Nazar Taxparat, qui sont sur la carte préliminaire. Je dirais que la carte préliminaire elle va commencer à 1 heure du matin. Ça va être un truc comme ça, ouais, 1 heure du matin, puis 4 heures du matin. Dans la nuit de samedi à dimanche. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que ce sera ça les horaires, surtout que c'est à Las Vegas, donc ça doit être ça, en gros. Pour ce combat-là entre Nick Diaz et Robbie Lawler, j'ai l'impression qu'il y a deux parties. Il y a des gens qui sont trop hype, qui veulent le retour de Nick Diaz. C'est pour ça que la carte fait un minimum parler. C'est parce qu'il y a Nick Diaz d'ailleurs en Coco Mini Event. D'ailleurs, ça sera un combat en 5 rounds. Ce qui normalement ne se fait pas pour les Coco Mini Event. Mais bon, c'est Nick Diaz. Donc, c'est comme pour Nick Diaz contre Leon Edwards. Ils font une exception, quoi. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ne sont pas du tout. Qui ont plus peur d'un mauvais retour que d'un gros spectacle, quoi. Parce que 6 ans après, il a vieilli, Nick Diaz. Il s'était jamais fait mettre KO, mais bon, avec l'âge, en fait, il y a trop d'interrogations. Peut-être qu'il sera pas en forme comme on l'attend. Peut-être que du coup, son menton va pas aussi bien tenir qu'avant. Peut-être qu'il va changer carrément sa façon de combattre. En fait, il y a trop de possibilités pour un retour après autant de temps. Donc, ouais, il y a vraiment deux positions possibles, on va dire. Moi, personnellement, je pense que ce sera pas un combat, ce sera pas forcément un combat hyper électrique, quoi. Mais que, en fait, je pense que dans tous les cas, ce sera intéressant. Parce que c'est quand même deux strikers. Les deux, ils emmènent pas forcément au sol d'eux-mêmes, la plupart du temps. Donc il y a de fortes chances pour que ça se passe debout. Bon, même si je pense que Nick Diaz aurait tout intérêt à essayer d'emmener Robbie Lawler au sol. Euh, et oui, d'ailleurs, il y a j'allais dire un détail, mais c'est même pas un détail, c'est plus que ça. Le combat devait être en welterweight, et ça a été annoncé hier soir, si j'ai pas de bêtises, qu'au final, ce sera ou peut-être même aujourd'hui, que ce sera en middleweight, une catégorie au-dessus, 7 kilos au-dessus donc. Et ça a été, donc on est mercredi, et je crois que c'était mardi soir aux États-Unis que ça a été annoncé, alors que le combat est samedi, la pesée est vendredi. Ça ne se fait jamais, genre littéralement jamais. L'UFC ne fait jamais ça. Il ne change pas de catégorie la semaine du combat, genre c'est soit c'est annulé, soit il y a le combat dans la catégorie de base. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ils ont changé la catégorie. Si proche du. C'est très bizarre parce que si proche de la pesée, ça peut pas être pour le poids parce qu'ils s'en rendraient pas compte. Soit ils s'en rendraient compte qu'ils ne peuvent pas faire le poids vraiment la veille, soit ça serait large avant. Donc c'est sûrement pas à cause du poids. Enfin, en fait, on sait vraiment. Il n'y a aucune info, c'est juste, ok, bah en fait, ce sera en middleweight et pas en welterweight. C'est sûr que c'est pour régler quelque chose, sinon ils le feraient pas. Ils le font jamais, donc sinon ils le feraient pas. Mais on sait pas du tout c'est pour régler quel problème. J'ai vu des gens qui pensent que c'est parce que potentiellement Nick Diaz aurait eu. Enfin, c'est mieux pour lui pour son retour de pas cut autant de poids. C'est peut-être ça, mais pourquoi le dire maintenant dans ce cas-là? Enfin, c'est très 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 particulier, très bizarre. En tout cas, il y a un problème qui est réglé normalement par ce changement de catégorie, mais on ne sait pas ce que c'est. Moi, en tout cas, j'en attends quand même un. J'espère quand même que Nick Diaz sera en forme, que Robbie Lawler va retrouver cette hargne, ce feu qu'il avait en lui, parce que c'était un combattant absolument magique. Malheureusement, il est tombé sur beaucoup de gros grappleurs sur ses derniers combats, et donc disons que sa fin de carrière ne laisse pas à désirer. Euh, mais ouais, je pense que ça peut quand même être intéressant à regarder. C'est en 5 rounds, donc si ça va dans les
les 4e, 5e rounds, il y a de fortes chances pour que Nick Diaz ait un avantage à ce moment-là. C'est quand même à la base c'est son game à la base. Le volume, la distance, etc. En ce qui concerne le prono, en vrai c'est chaud parce que justement, je l'ai dit, il y a d'interrogations, encore plus avec le changement de catégorie. Je pense que si Nick Diaz est vraiment parfaitement, enfin si c'est une certitude qu'il serait parfaitement en forme et qu'il n'y ait pas ce ring rust, ce fameux ring rust, je pense que j'aurais misé sur lui, sûrement même sur une soumission, parce que je sais pas comment il aurait amené le combat au sol, mais je pense qu'il aurait vraiment pu soumettre Robbie Lawler. On sait que Nick Diaz, Nate Diaz aussi, son frère aussi, en JJB, c'est des, des cracks absolus. Et au sol, il est bien meilleur qu'Orwell Lawler, ça c'est une certitude. D'ailleurs, il s'entraîne au sol, je crois qu'il entraîne des jeunes en JJB. Mais vu qu'il y a cette interrogation-là sur sa forme, sur son menton, sur le ring rust, je dirais quand même Robbie Lawler. Et malheureusement, je pense que on peut assister au premier KO à la première défaite par KO de Nick Diaz. Je ne l'espère pas, mais je pense vraiment que ça peut arriver. Ça me ferait mal à voir, hein, mais bon, c'est une possibilité et je pense que c'est ce qui va probablement arriver, malheureusement. Passons au co-main event, qui est donc Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy. On va aller assez vite sur ce combat-là, simplement parce que je pense que Valentina Shevchenko va atomiser Lauren Murphy. J'aime bien faire ça des fois. Valentina Shevchenko, elle est dans un règne de domination de la catégorie flyweight, littéralement. C'est limite devenu un problème à l'UFC. C'est comme Amanda Nunes avec Bantamweight et Featherweight. C'est qu'elles sont juste trop dominantes et du coup les contenders on a l'impression qu'elles ne sont plus au niveau. Euh, donc ouais, je pense vraiment que Valentina Shevchenko va battre Lauren Murphy juste pour la simple et bonne raison qu'elle est au-dessus. Elle est au-dessus dans tous les domaines. Elle est trop complète, elle est trop forte partout. Même on l'a vu contre Jessica Andrade. On pensait que Jessica Andrade pouvait l'embêter sur le côté plus physique, sur la lutte aussi. Et Valentina Shevchenko l'a juste détruit en lutte. Elle l'a emmené au sol et elle l'a détruit au sol. Elle elle est juste trop dominante. Et je pense vraiment que pour qu'une contender puisse faire peur à Valentina Shevchenko, puisse battre Shevchenko, il faut soit qu'elle soit aussi complète qu'elle, c'est-à-dire vraiment complète dans tous les domaines, à un point qu'on se dise elle est aussi complète que Shevchenko, soit qu'elle ait un domaine où elle fasse vraiment peur à n'importe quel combattant de la catégorie. Et je pense pas que ce soit le cas avec Lauren Murphy, même si elle est très forte. No disrespect to Lauren Murphy, mais je pense vraiment que Shevchenko est simplement au-dessus. Donc si je devais faire un prono, je dirais, on va être rapide hein, sur ça, mais ouais, je dirais un TKO au deuxième ou troisième round, quelque chose comme ça. Je pense vraiment elle peut dominer Lauren Murphy. Enfin, que Valentina Shevchenko peut dominer Lauren Murphy. Et donc on peut passer maintenant au main event, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Alexander Volkanovski contre Brian Ortega, qui ont fait donc cette campagne The Ultimate Fighter, qui était très intéressante, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas apporté grand chose euh, pour l'affrontement entre les deux, parce qu'il n'y a pas eu de. Bon, on ne souhaite pas forcément qu'il y ait des embrouilles, mais il n'y a pas eu de tension entre les deux, ou alors très minime. Et après, en termes compétences, ben, je pense qu'ils n'ont pas appris grand chose de l'un de l'autre, puisqu'ils coachaient les mecs. Quoi. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont hype pour ce combat-là, comme pour la carte en elle-même. Et pourtant, le combat est hyper intéressant en termes techniques, on va dire. C'est deux combattants qui sont hyper complets. Les deux, dans le dernier combat, ils ont montré qu'ils étaient capables de tout faire bien et surtout de tout mixer. Que ce soit Volkanovski contre Max Holloway où il, il perdait le combat en striking, même s'il se faisait pas dominer complètement, mais il perdait le combat. Et il a commencé à mixer son jeu et partir sur de la lutte. Ne plus simplement garder cette possibilité de lutte, mais vraiment utiliser sa lutte. Même s'il ne maintenait pas beaucoup Max Holloway au sol, c'était suffisant pour gagner les rounds.
Au final, il va gagner le combat, c'est discutable, en effet. Mais il gagne le combat quand même grâce à ça. Et de son côté, Brian Ortega contre Korean Zombie, c'était une masterclass de MMA, vraiment. En striking, il a dominé un striker en striking. Il a vraiment progressé en ce domaine-là. Maintenant, il est trop technique dans les types, dans les feintes, dans, dans tout en fait. Dans les coudes. Il fait un coude incroyable contre Korean Zombie d'ailleurs. Et en plus de ça, il arrivait à mixer en mettant ces feintes de takedown, puis les takedowns. Et en clinch avec ses coudes, il est monstrueux. Donc il mixait vraiment tout bien. Et on sait qu'en JJB, Brian Ortega, c'est un crack ultime du JJB. Il est trop dangereux au sol. Donc ouais, les deux sont capables de tout mixer, de tout faire. Je pense que ce sera vraiment serré debout, pour le coup. Euh, j'ai... Disons que je vois deux choses. Je pense que Brian Ortega aura un avantage s'il utilise bien ses changements de stance, qui passent de gaucher à droitier. Parce que ça va gêner, ça va gêner les kicks, les leg kicks d'Alexander Volkanovski. S'il utilise bien son jab aussi pour bien rester à distance et utiliser ses coudes quand Volkanovski réduit la distance, ou qu'il essaie de clincher même, je pense qu'il aura un avantage à ce niveau-là. Par contre, Alexander Volkanovski met une grosse, je vais dire pace, mais un gros rythme, voilà, je cherchais le mot. Il met un gros rythme pendant tout le combat, il est capable de garder ce rythme-là pendant très longtemps. Et Brian Ortega, on l'a pas vu depuis sa défaite contre Max Holloway, on ne l'a pas vu affronter quelqu'un qui met une pression comme ça, comme Alexander Volkanovski peut mettre. Koran Zombie est quand même très attentiste, donc il n'a pas eu ce problème-là à gérer. Peut-être que il va totalement le gérer et que ce sera pas un souci, mais c'est quand même une petite interrogation. Et je pense que Volkanovski peut utiliser ça pour vraiment faire mal à Brian Ortega sur la durée, parce que évidemment c'est 5 rounds. Et ouais, si Volkanovski arrive à imposer sa pression, je pense qu'il pourra faire mal sur des combinaisons s'il arrive à faire reculer Brian Ortega, parce qu'il a pas montré non plus de. En fait, il bougeait très bien contre Korean Zombie, mais il avait des moments où juste il arrêtait ses mouvements en fait. Il était plus statique. C'était court, mais c'était suffisant pour que Korean Zombie puisse lui faire mal, quoi. Et par contre, ouais, si Alexander Volkanovski veut utiliser sa lutte, qui est un de ses points forts, il va pas falloir qu'il fasse d'erreurs. Vraiment, je pense qu'à la moindre erreur, il pourra le payer cash. Parce que Brian Ortega, il utilise ces petites erreurs-là et ses soumissions immédiatement. Il est vraiment chirurgical au sol. Euh, et donc, je pense que ouais, si je devais faire un prono, ça serait basé sur ça. Même si je pourrais faire deux pronos, hein, parce que je pense que si Volkanovski impose vraiment sa pression, il peut gagner par TKO au cinquième round ou à la décision. Mais mon prono officiel sera une soumission de Ryan Ortega sûrement on va dire quatrième round, quelque chose comme ça. J'ai du mal à voir Volkanovski se faire soumettre, mais en même temps, Brian Ortega est tellement fort, tellement chirurgical dans ce domaine-là, que je me dis qu'à la moindre erreur, il pourra faire payer Volkanovski. Donc ouais, je pense que ouais, mon prono serait ouais, soumission de Brian Ortega au quatrième round. Je pense, enfin, j'ai pas la sensation que Volkanovski ait affronté pour l'instant une menace comme ça au sol et debout. Quelqu'un qui mixe autant. Donc ouais, je mettrai une soumission de Brian Ortega, je pense. Voilà pour l'UFC 226, pour la preview. Du coup, merci à tous d'être passés. Je vais stream sur Discord. Il y a le Discord en dessous normalement. Je vais stream l'UFC 266 si j'oublie pas. Je vais stream même la carte préliminaire. Je pense que je vais rester debout du début à la fin de l'événement. Du coup, si vous voulez regarder, venez sur le Discord. Ce sera. À part s'il me le coupe. Normalement, il ne va pas me le couper. Normalement, ce sera disponible là. Et sinon, bah écoutez, bonne soirée tout le monde. À bisous. Et ah oui, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, parce que je vais mettre sur YouTube. Abonnez-vous. Bisous.